Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous revenez d'Ukraine. Nous allons parler de l'Ukraine, évidemment, de la situation sur le terrain. Mais aujourd'hui, auparavant, parlons de ce qui va s'ouvrir, le sommet de l'OTAN à Vilnius, capitale de la Lituanie. Je rappelle que Vilnius est à 35 km de la Biélorussie, là où les Russes voudraient installer l'arme nucléaire. À Vilnius seront réunis 31 chefs d'État de l'Alliance, 32 avec la Suède, puisque la Turquie a accepté l'adhésion de la Suède à l'OTAN. La Hongrie aussi est en train d'accepter, donc bientôt 32 membres de l'OTAN. Il n'y a pas que des chefs d'État de l'Alliance, il y a aussi des chefs d'État et de gouvernement des alliés du Pacifique, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. Volodymyr Zelensky sera aussi à Vilnius, évidemment, 2 jours de sommet très important. Alors Philippe Folliot, vous revenez d'Ukraine, vous avez discuté, rencontré les responsables militaires ukrainiens. Ils demandent absolument l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ? Ce qu'il paraît important, essentiel et légitime, c'est qu'ils demandent des garanties pour leur sécurité après, une fois que le conflit sera terminé. C'est un enjeu majeur, parce qu'il faut se mettre à leur place. En 1991, quand il y a eu le démantèlement de l'Union soviétique et que l'Ukraine a recouvré son indépendance, la communauté internationale avait donné des garanties verbales à l'Ukraine en échange du fait que celle-ci abandonne les armes nucléaires qu'elle avait sur son sol et que celle-ci soit retransférée à la Russie. Force est de constater que ces engagements n'ont pas été tenus, puisque donc la Russie a décidé quelques années après d'agresser l'Ukraine, que la communauté internationale n'a que très mollement réagi, et que en 2014, donc Vladimir Poutine a décidé d'envahir une partie du Donbass et d'annexer la Crimée, au mépris du droit international. Et donc, ce qui importe par rapport à cela, c'est et je crois qu'il faut que nous l'entendions, c'est la volonté des Ukrainiens de dire, et ils l'espèrent, et moi j'en suis convaincu, ils vont gagner cette guerre. Mais c'est de faire de telle sorte que les choses ne soient pas figées comme ça a été le cas depuis 2014. Puisque donc depuis 2014 nous avons un front qui est resté figé jusqu'en 2022, jusqu'à la récente agression, et avec un cauchemar entre guillemets pour les Ukrainiens, c'est que nous nous retrouvions à nouveau avec un nouveau front figé pendant quelques années, et puis une nouvelle agression donc de la part de la Russie un petit peu plus tard. Donc ceci veut dire que à un moment donné, quand le temps de la guerre soit terminé, il faudra qu'un jour il se termine, c'est qu'il puisse y avoir des garanties qui puissent être apportées à l'Ukraine pour que celle-ci, pour que sa sécurité soit une sécurité non plus individuelle mais collective. Philippe Folliot, je comprends très bien votre démonstration, mais moi je vous pose une question stricte. Est-ce qu'aujourd'hui l'Ukraine demande son adhésion ? Oui. Oui. Est-ce qu'il faut lui accorder ? Oui. Oui. Tout de suite ? Ou avant la fin de la guerre, pendant la guerre ou après la guerre ? Les mécanismes d'adhésion à l'OTAN sont très clairs. Oui, mais on peut les accélérer. Non, on peut les accélérer. Ils sont longs. Mais c'est surtout le principe, c'est qu'il faut l'unanimité. Oui. Donc, oui. La France a dit qu'elle était favorable. Oui. Donc, les États-Unis ont dit... Elle n'a pas dit, la France, qu'elle était favorable à une adhésion pendant la guerre. Oui, mais de toute manière, on sait très bien que ça prendra des mois et des mois. Donc, par rapport à ça, c'est pas quelque chose qui se fait en claquement de doigts. Et donc, par rapport à cela, des pourparlers vont être engagés, mais comme l'unanimité requise, on l'a vu, vous en avez fait référence juste à l'instant par rapport à la problématique de la Suède, où tous les pays étaient d'accord pour l'adhésion de la Suède, à l'exception de 2, donc en l'occurrence la Turquie et la Hongrie, et l'adhésion n'a pas pu être formalisée tant que cette unanimité n'a pas été requise. Et tout le monde sait très bien que d'ici la fin de la guerre, obtenir l'unanimité pour que l'Ukraine adhère à l'OTAN sera impossible. Donc ça, c'est une réalité. Et les Ukrainiens... C'est une réalité. D'ailleurs, les États-Unis et l'Allemagne l'ont dit. Et les Ukrainiens en sont conscients. Joe Biden l'a dit. Et les Ukrainiens en sont conscients. Mais ils le savent. Mais
il faut se mettre à leur place, et c'est tout à fait légitime et dans leur jeu de dire nous voulons rentrer le plus rapidement possible. Mais les mécanismes de sécurité collective, c'est l'article 5 de l'OTAN. Bien sûr. Mais c'est aussi l'article 42, alinéa 7, si ma mémoire ne me fait pas défaut, de l'Union européenne, qui est l'équivalent de l'article 5. Donc il peut y avoir aussi un autre schéma, c'est le fait que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, et qu'il y ait une solidarité de fait aussi, qui soit une solidarité donc européenne et non plus otanienne, pour assurer leur sécurité. Mais je pense que c'est un élément important, parce que finalement, derrière tout cela, que se joue-t-il ? Il se joue deux visions de l'ordre international pour demain. Une vision poutinienne qui est celle d'un ordre international qui repose sur la force. J'ai envie de quelque chose, je le prends. Et Poutine l'a fait à plusieurs reprises. Il a envahi une partie d'un pays indépendant qui était la Géorgie en 2008. La communauté internationale n'a rien dit. En 2014, il l'a fait pour le Donbass et la Crimée. Parenthèse, Donbass et la Crimée, qui pour les Ukrainiens, c'est un peu comme l'Alsace et la Lorraine, à l'époque pour nous, à certains égards. Et donc la communauté internationale n'a que pas ou peu réagi. Et donc aujourd'hui, nous nous trouvons face à cette nouvelle situation. Et donc, il me paraît important de faire de telle sorte pour qu'il puisse y avoir une stabilité à moyen et à long terme sur le flanc est de l'Europe, et bien que l'Ukraine soit totalement arrimée, je veux dire, au bloc des démocraties, puisque c'est le choix et la volonté des Ukrainiens. Et que dans ce cadre-là, eh bien sûr, nous devons les accueillir et faire de telle sorte qu'ils puissent nous rejoindre. Mais pour que ceci puisse se passer et se passer dans de bonnes conditions, avant, il y a un temps, et ce temps, c'est le temps, malheureusement, de la guerre. Et il faut aider, la guerre. Une guerre où aucune décision militaire ne se dessine sur le terrain. Une guerre où on est à l'équilibre entre les Russes et les Ukrainiens. Une guerre qui va durer, qui dure et qui va durer. Philippe Folliot. Si vous me permettez, au regard de ce que j'ai pu voir... Ça fait 1 an et demi, Philippe Folliot, qu'on nous dit que la guerre va cesser. Que la guerre, qu'il y aura un vainqueur... Excusez-moi, ça fait 1 an et demi qu'un certain nombre de commentateurs disent que la guerre va cesser. Mais en tout état de cause, les Ukrainiens, eux, savent sur le terrain que ça sera long, ça sera difficile. Bien sûr. Et qu'en tout état de cause, c'est coûteux. Et que par rapport à cela, je vous dis de manière très très claire, la volonté des Ukrainiens de se battre, elle est totalement intacte. Mais il y a eu une réalité, qui est une réalité de terrain. Aujourd'hui, réalité militaire. J'entends un certain nombre d'éléments déclamés ici ou là relatifs je veux dire, à l'insuccès de la contre-offensive. Mais la contre-offensive, elle n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé, elle n'est pas encore engagée. Le principe... Qu'attendent les Ukrainiens pour l'engager ? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? Si vous me permettez, je vais essayer d'imager les choses. Allez-y. Il y a un mur aujourd'hui. Les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tapent à différents endroits de ce mur. Et le seul objectif, c'est d'essayer de voir. Il y a des endroits où ça va sonner peut-être un petit peu plus creux. Et donc, après, ils feront porter leurs efforts sur ces endroits-là pour créer une brèche. Et une fois qu'il y aura cette brèche, c'est là où les choses vont durablement changer. Mais c'est particulièrement difficile. Mais je parce que ce mur... Les défenses. Et ces défenses russes sont... C'est d'une part une ligne de tranchées, de l'infanterie. Ce sont des galeries. Ensuite, il y a des bunkers. Il y a des tranchées anti-chars. Il y a ce qu'on appelle les dents de dragon pour protéger les axes de communication. Il y a des mines, des millions de mines anti-personnel et anti-chars. Et pour arriver à cela, pour essayer de créer cette brèche, les Ukrainiens sont face à un défi qui est un défi immense. Le premier, c'est d'essayer d'ouvrir, si vous me permettez l'expression, des couloirs non minés. Et c'est un travail qui se fait, j'allais dire presque manuellement, qu'ils font nuitamment, pour essayer d'avancer, j'allais dire mètre par mètre, mine par mine, pour faire de telle sorte qu'ils puissent engager ensuite leur force. Leur grande contre-offensive, annoncée depuis des mois et des mois, annoncée peut-être à tort. Mais c'est pas eux qui ont annoncé cette grande offensive, c'est nous et une certaine vision, parce que nous voulons avoir des résultats. Mais les résultats, c'est pas nous qui les décidons. Médiatiquement ici, en Europe. C'est le terrain qui décide. Et ce que j'ai expliqué, c'est que
En fait, il y a une situation qui est une situation compliquée parce que les Russes se sont organisés en matière défensive, qu'il y a une règle en matière militaire. C'est la guerre, Philippe Folliot. Voilà, mais il y a une règle en matière militaire, c'est que quand vous êtes attaquant, entre guillemets, il vous faut beaucoup plus de moyens que quand vous êtes défenseur. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il y a un enjeu qui est un enjeu important. C'est la maîtrise de la troisième dimension. Et qu'en ce moment, la maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise du ciel. En ce moment, les Russes maîtrisent le ciel. Donc faut-il envoyer et livrer rapidement, le plus rapidement possible, des avions à l'Ukraine? Oui. Et notamment, est-ce que la France doit livrer des Rafales à l'Ukraine? Alors, la France a de disponibles aujourd'hui des Mirage 2000. Bon. Et moi je dis... Mais les Ukrainiens n'en veulent pas. Les Ukrainiens pour l'instant ils se posent des questions. Parce qu'en fait, ils disent les Mirage 2000 c'est mieux que rien, mais c'est vrai. Les Mirage 2000 sont moins performants que les avions de chasse russes de dernière génération. Ce qui n'est pas le cas du Rafale. Bon. Après c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'enjeux, j'allais dire, propres à notre propre sécurité. Rappelons-nous une chose, et deux chiffres. Dans les années 70, la France disposait de 500 avions de combat. Aujourd'hui, nous en avons 150. Oui. Et que les moyens qui sont les nôtres sont des moyens limités. Et qu'à partir de là, sur un plan industriel comme Dassault qui produit le Rafale, a un carnet de commandes qui, fort heureusement finalement, est très rempli pour quelques années. Donc on ne peut pas livrer d'avions, à part quelques Mirages. Le seul moyen que nous aurions par rapport à cela, c'est de les prendre sur nos propres stocks. Et nous l'avons fait pour livrer des Mirages à la Grèce. Je ne suis pas sûr que nous puissions le faire à nouveau. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu par rapport à ça. Mais il y a d'autres... Il y a une escalade. Comprenez l'opinion publique, Philippe Folliot. Enfin, vous le savez aussi bien que moi, peut-être mieux que moi, vous travaillez beaucoup sur ces sujets-là, mais l'opinion publique entend sans cesse, on va livrer de nouvelles armes, on va livrer de nouvelles armes. La guerre ne bouge pas. La situation militaire ne bouge pas. La situation militaire a beaucoup bougé depuis le début. Parce que au début, simplement l'offensive russe a été stoppée. Rappelons-nous quand même quelques éléments de situation. C'est qu'au début, la crainte, c'était l'effondrement total de l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Non. Et vous savez, sur le terrain, moi j'ai vu. Mais est-ce que l'escalade militaire est la seule solution? Est-ce qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est pas une question d'escalade militaire. Aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir donner aux Ukrainiens l'opportunité, la possibilité et la capacité de pouvoir reprendre et retrouver leur intégrité territoriale. Donc pour cela, si vous me permettez l'expression, il faut faire bouger les lignes. Donc c'est pour cela que les Ukrainiens sont à la manœuvre, donc pour essayer d'avancer. Ils sont particulièrement déterminés. Moi j'ai vu des soldats fatigués, pour certains d'entre eux presque épuisés, mais complètement déterminés. Et avec un élément qui est un élément de différenciation fondamentale entre Russes et Ukrainiens. C'est que côté russe, il n'y a aucun élément de prise en considération de la vie humaine. Côté ukrainien, du ministre de la Défense que nous avons rencontré, des officiers généraux, des officiers, des sous-officiers, tout le monde nous disait ce qu'on souhaite, c'est avoir des moyens pour protéger nos soldats, pour protéger, j'allais dire, les vies humaines autant que possible. Mais bien entendu, évidemment, ce qui est la moindre chose. Non, mais c'est la guerre. 60 000 Russes. C'est la guerre. 60 000 Russes ont perdu la vie ou ont été blessés, ne serait-ce que sur l'attaque et la reprise. Pas totalement totale, mais partielle de la ville de Bakhmout. Ouais, ça, ce sont les Ukrainiens qui le disent. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Vous savez, sur le terrain, on a des témoignages. C'est l'avantage quand vous allez sur le terrain. Vous écoutez. Écoutez, je connais ça, le terrain. Pas moi directement, mais indirectement. Un élément tout à fait symbolique. Je parlais des mines qui sont mises en place par les Russes partout. Eh bien, maintenant, on arrive dans un schéma où les Russes parfois sautent sur leur propre mine. Bien sûr. Parce qu'ils ne savent plus où est-ce qu'ils les ont mis et avec tout ce que cela entraîne. C'est la guerre. Philippe Folliot. Donc vous dites, c'est clair, il faut l'adhésion. Il faut absolument que l'Ukraine adhère à l'OTAN et il faut absolument armer l'Ukraine au maximum. C'est ce que vous dites. C'est clair. Bon, c'est clair. C'est clair. Dernière question. Est-ce que ça ne risque pas d'amplifier encore un peu plus le conflit?
Mais ce qui amplifie encore un peu plus le conflit, c'est la durée, c'est la position de la Russie. N'oublions pas, excusez-moi, mais oui. n'oublions pas, qu'est-ce que ça n'oublions pas oui. que dans cette histoire, oui. au départ, il y a un agresseur et un agressé. Oui, c'est et qu'on ne peut pas les mettre sur le même plan. Certain. Et que dans ce cadre-là, eh bien, que l'agressé, donc en l'occurrence l'Ukraine, essaye de retrouver, je veux dire, son intégrité territoriale. Je parlais à tout à fait haïtien tout à l'heure. Oui. De l'Alsace et la Lorraine. Je veux dire, c'est comme si en 14-18, on aurait dit à un moment donné à nos poilus, bon, on arrête de combattre. Là, vous avez plusieurs centaines de milliers de vos camarades qui sont morts au combat. On arrête de combattre et puis finalement, on va dire unilatéralement, parce que d'autres nous demandent d'arrêter de combattre, donc de laisser une partie de l'Alsace, la Lorraine, aux Allemands ou le contraire. C'est pas possible. Et donc, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui décideront, le moment venu, s'ils veulent aller à la table de la négociation et quelles seront les conditions de la négociation. Et c'est pas nous qui allons leur imposer. Ce sont les alliés qui décideront de livrer ou pas des armes. Hein. Mais c'est notre devoir de le faire, de les aider et de les soutenir, parce qu'ils mènent un combat pour leur intégrité territoriale. Mais n'oublions pas aussi qu'ils mènent un combat au niveau des valeurs, c'est-à-dire pour la défense de la démocratie, la défense de la liberté, et que ça, c'est un enjeu et un élément essentiel. Au-delà aussi d'une certaine vision du droit international, des relations internationales qui devront reposer sur le droit et non sur la force. C'est tout ce qui est en jeu en Ukraine. Merci Philippe Folliot d'être venu nous voir.